La France, l'Europe et je vais même te dire l'hémisphère nord vieillit. On veut que les gens travaillent plus, on veut réduire leur cotisation pour qu'ils aillent plus rapidement travailler, mais en même temps, il y a tout l'aspect informatique, les machines, l'intelligence artificielle, qui fait qu'on a de moins en moins besoin de l'humain. À la fois, on a un pays qui vieillit et on a un taux de natalité qui est de plus en plus faible. Ouais. Donc ce syndrome de l'immigré, oui, il est là. J'ai lutté énormément. Et comment tu fais pour lui passer au-delà? Paix sur vous. Aujourd'hui, je reçois Ilem Alom, qui est directrice du développement et de la formation pour L'Oréal France. On va parler de sa carrière, du monde du travail, de la technologie et aussi de son parcours en tant que femme issue de l'immigration. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Boclé Talk. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Ilem Alom qui est avec moi pour nous parler de son parcours et on va aborder différents sujets très à la pointe de la technologie. Je rigole. Alors, Ilem alors je vais citer exactement, elle est directrice du développement des personnes et de la formation chez L'Oréal France, le groupe L'Oréal. Je l'ai connue parce que on était anciennement collègues dans un autre monde et aujourd'hui on travaille avec L'Oréal et ça fait partie de nos partenaires et je suis heureux d'avoir Ilem avec moi aujourd'hui. Comment tu vas? Bonjour Ilem. Bonjour Mohamed, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là. Ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui et de pouvoir échanger. Ça fait longtemps qu'on veut faire cet épisode. Il y a eu plein de péripéties. Et aujourd'hui, on y est enfin. Est-ce que déjà tu peux te présenter, me dire qui tu es avec tes mots et après on rentre dans le vif du sujet? Oui, écoute, tu l'as déjà mentionné, donc je m'appelle Ilem. Donc Ilem Alom, je suis donc directrice formation et développement pour le groupe L'Oréal en France. Donc j'ai la chance d'être dans cette belle entreprise depuis 4 ans, mais je suis aussi présidente du réseau Emploi Compétences pour France Stratégie. France Stratégie qui sont donc des services du Premier ministre. Et le réseau Emploi Compétences a vocation à réfléchir sur les questions du futur du travail, du futur des emplois et du futur des compétences. Voilà. Wow. Alors, aujourd'hui, tu es là, mais tu as eu tout un chemin pour en arriver ici, dans une ancienne vie, parce que j'aime bien, pour moi, c'était une ancienne vie. On était collègues. On était collègues chez Enedis. Est-ce que tu peux retracer brièvement ton parcours et comment tu en es arrivé là? Alors, quand tu dis en plus qu'on était anciens collègues, en fait, on a eu l'occasion, toi et moi, de travailler dans un même groupe. Donc ça, c'était avant mon arrivée chez L'Oréal. Mais on n'a pas travaillé ensemble, oui, bien sûr. Mohamed. Mais pour te retracer mon parcours, en fait, je suis née à Martigues. Donc, je suis originaire de Marseille. Donc voilà, de la région marseillaise. Donc ça, c'est très important pour moi parce que mon parcours a démarré là-bas. Et puis, comme tu le disais, par rapport au parcours professionnel, mais ça commence aussi avec ma formation initiale. J'ai eu la chance de pouvoir avoir différentes formations. Et ça va t'intéresser puisque c'est aussi ça qui nous a amenés à nous rencontrer. J'ai différentes vies professionnelles. J'ai la chance d'avoir une formation scientifique de base. Donc, j'ai une formation de biologiste des écosystèmes, donc tournée autour de l'écologie. J'ai fait de l'ingénierie, du management. D'accord. Et en 2012, je me suis orientée vers les ressources humaines par choix, par vocation, parce que tout au long de ma vie, en fait, professionnelle, je me suis découverte. Et je me suis formée aux ressources humaines, au coaching. Enfin, j'ai fait plein de choses. En fait, considère que tous les 2 ans, j'apprends un nouveau métier, de nouvelles compétences. Avant que tu continues, c'est ce qui structure aussi quelque part mon parcours. Avant que tu continues, parce que je vais m'arrêter ça. Pourquoi tous les 2 ans, pourquoi c'est aussi important de te former? En fait, ça fait partie de mes appétences naturelles. C'est une bonne question. C'est même pas une notion de 2 ans, tu vois, de timing. En fait, ça mène à moi parce que je m'intéresse à tout. J'ai la chance aussi, progressivement, tout au long de ma vie, de rencontrer des personnes qui sont très inspirantes et qui fait que, tu vois, il y a un domaine, on en amène un autre. Et c'est vrai que la formation a été pour moi le vecteur, quelque part, le fil conducteur qui m'a aidé à la fois à me découvrir, à découvrir les métiers et les sujets sur lesquels j'avais envie de m'investir et sur lesquels je pense avoir un impact. D'accord. Et puis j'ai le sentiment que c'est comme ça qu'on comprend aussi mieux l'autre et qu'on comprend mieux le monde. D'accord. Donc pour toi, parce qu'en plus aujourd'hui, t'es dans la formation. C'est-à-dire que c'est ça. Pour toi, c'est important de te former et promouvoir soi et accompagner les gens vers ce sujet, c'est essentiel. Oui, surtout que quand tu remontes à mon histoire personnelle, donc comme je te disais, moi j'ai grandi dans le sud de la France. Mes parents
lorsqu'ils sont arrivés en France, se sont installés dans le nord de Marseille, dans une ville nouvelle qui s'appelait Vitrolles. Voilà, après qui a été célèbre par le biais de la politique, mais en tout cas une ville sur laquelle on a grandi. Et c'est vrai que dans mon environnement, tu vois, dans mon quartier, il n'y avait pas de personnes qui avaient entamé d'études supérieures. Parce qu'à l'époque, on était en quelle année ? Bah écoute, moi je suis née en 77, fin 77. Ah oui. Et donc tu vois, imagine... t'étais en 80... Alors, 77... Ouais. En 97, t'avais 20 ans. Ouais. À ce moment-là. Ouais, j'étais à l'université. T'es à l'université. Est-ce que autour de toi, les grandes études, c'était mis en avant, le fait de ou pas ? Parce que souvent, plus quand t'as grandi en banlieue. Oui, en fait, la banlieue nord de Marseille. Non, en fait, on ne nommait pas les choses comme ça. D'accord. Et en fait, pour t'illustrer à quel point l'école, apprendre, et puis derrière, tu vois, on parle de formation initiale et de formation continue, ça a été quelque chose d'assez structurant. C'est que, en fait, pour moi, la dimension d'apprendre a démarré même à l'école maternelle. Tu vois ? En fait, la question de savoir lire et écrire en français était presque quelque chose de vital pour moi pour pouvoir aider mes parents et plus particulièrement ma mère. Parce que ta mère ne sait pas lire ? Ma mère ne sait pas lire, ma mère ne sait pas écrire. D'accord. Et donc, je suis l'aînée de ma famille et j'étais dans un environnement où on avait à peu près 80 nationalités différentes. Et comme j'ai certaines facultés, à 3-4 ans, j'ai su lire et écrire le français et qui fait que très tôt, tu vois, je pense comme beaucoup d'enfants issus de ce milieu-là, tu t'occupes des papiers administratifs, tu gères un certain nombre de choses. Mais c'est vrai que très tôt, dès la maternelle, tu vois, avant même mon entrée à l'école primaire, j'étais déjà dans ce souci d'apprendre. Tu me fais rire parce que ça me fait penser à mes grandes sœurs. Moi, j'ai pas fait ça, mais mes grandes sœurs, je me rappelle de tous les soirs, mon père venait avec les papiers et elle devait s'occuper. Ma sœur était au collège, elle s'occupait de tout l'administratif pour mon père, parce que mon père ne sait pas lire et on a à peu près le même profil et c'est fou. Effectivement. Et t'as combien de frères ? Vous êtes combien dans votre famille ? Écoute, on est 4. Moi, je suis l'aînée. J'ai 2 sœurs et un frère. Mon frère est donc le dernier de la famille. D'accord. Et donc, toi, t'étais la grande qui devait t'occuper de tout. Et est-ce que, parce que à cette époque-là, les grandes études, c'était pas forcément mis en avant, ou c'était pas forcément valorisé. Comment toi, t'as réussi et tu t'es mis dans ta tête, faut que je fasse des grandes études, que j'aille dans un monde technique, qui est, parce que t'as formation d'ingénieur, et que tu rentres dans le monde de la technique. C'était quoi Oui, alors déjà, tu vois, la question de s'occuper de tout, moi je le dirais pas comme ça. La chance qui a été la mienne, déjà j'ai une mère incroyable, extrêmement forte, qui même si elle n'a pas eu cette chance elle-même d'aller à l'école, a une force et une détermination incroyable qui fait que déjà t'es porté par une femme qui a énormément de valeur et qui est un modèle pour toi, tu vois. Et donc ça, c'est guidant. Pourquoi je te dis ça ? C'est parce que même si elle ne connaissait pas l'environnement scolaire, qu'elle n'avait pas de repères, elle s'est toujours battue pour nous permettre de pouvoir, en tout cas, à la fois soutenir nos décisions. Et j'aurai un exemple à t'illustrer concrètement sur ça, qui fait d'ailleurs, c'est un clin d'œil à L'Oréal, mais aussi qui savait à quel moment il fallait ne pas se soumettre, tu vois, pour pouvoir nous aider à avancer. Et donc, pour répondre à ta question, en fait, moi, j'ai eu deux moments clés, justement, dans mon orientation scolaire. D'accord. À la fois, quand j'étais au collège, à Vitrolles, parce que je faisais partie... j'ai eu, comme je te disais, avec certaines appétences, donc j'avais un bon niveau scolaire. Et ce niveau scolaire, en fait, j'ai pu l'avoir, j'ai pu le nourrir parce que j'avais dans ma ville et dans mon quartier une maison de quartier avec des fonds, tu vois, des aides qui avaient été données aussi par la mairie, qui permettaient du coup aux associations présentes d'avoir un soutien scolaire. Et c'est comme ça, parce que j'avais ce soutien-là, à la maison de quartier, et on était un groupe comme ça, tu vois, d'adolescents, garçons et filles, de nationalités différentes, et on avait des adultes qui pouvaient nous aider, nous structurer, nous accompagner pour faire les devoirs le soir. Pour autant, quand j'ai dû faire le passage du collège au lycée, eh bien, ma mère a dû s'opposer au principal du collège, parce que l'orientation qui était vouée pour des élèves comme moi
issus de mon quartier étaient plutôt de faire des CAP coiffure, et c'était vers la coiffure. Donc alors je te coupe, t'avais des très bons résultats à l'époque. J'avais de bons résultats. Et l'orientation, il t'avait plus orienté vers un bac pro ou un CAP plutôt que le général. Oui, et c'est ça qui est assez déroutant, parce que souvent, tu sais, on peut entendre des humoristes ou des sportifs raconter leurs anecdotes avec les conseillers d'orientation, tu vois, et bon voilà. Et moi, je l'ai vécu aussi. Et c'est vrai que ce qui a peut-être fait la différence, c'est ce que je dis, c'est ma mère. Qui a eu ce souci aussi, tu vois, de parler un français correct, un très bon français. Ma mère parle très bien français, et qui fait qu'elle a su, à un moment donné, même si elle n'avait pas, tu vois, ce référentiel, s'opposer à une autorité, ce qui était rarissime à l'époque, et qui fait que je suis passée en seconde générale. Voilà. Alors, big up à ta maman, et big up à toutes les mamans et à tous les papas, parce que j'ai l'impression on a vécu en parallèle quasiment la même vie, parce que mon père s'est opposé au directeur quand j'étais en primaire pour pas que j'aille en classe de perfectionnement. Au moment où ils ont décidé que je devais en CE2 aller en classe de perfectionnement, j'ai vécu la même chose sur l'orientation. Et effectivement, alors je dis pas que c'est toujours le cas, c'est pas ce qu'on est en train de dire, mais ça peut arriver, et des fois aller contre le corps enseignant pour pousser nos enfants et leur dire je crois en toi, tu vas y arriver, on en voit certains résultats. Je suis là parce que mes parents ont fait ça. Tu étais là, était directrice de la formation dans une des plus grandes sociétés du monde, et la plus grande société de France et une des plus grandes sociétés du monde, et ça c'est juste incroyable. Donc tu vois, en général, malgré le fait que le proviseur veut pas que tes parents sont derrière toi, et après comment tu t'orientes vers de la technique? Tu dis, moi, je vais faire ingénieur, et ensuite tu bifurques vers les RH. Donc, c'est des... Oui. Et avec quelque chose que tu mentionnais, c'est que la chance aussi, tu vois, de par le collège, le lycée, même à l'école primaire, en fait, j'ai rencontré aussi des enseignants et des professeurs qui avaient vraiment ce souci de développer tu vois, les jeunes enfants et futurs adultes qu'ils avaient devant eux. J'ai eu la chance de côtoyer aussi de ces professeurs-là. Et plus particulièrement, il y a deux domaines sur lesquels, tu vois, je cultivais quelque part mes appétences et mes compétences. C'était les mathématiques, dans un premier temps, parce que j'avais cette fibre mathématique et donc voilà, qui était très forte chez moi, et c'est une vraie passion. Et puis j'avais la dimension autour de l'histoire, la géographie et l'éducation civique, qui me permettait aussi à la fois de comprendre mieux le pays, tu vois, qui était le mien, donc la France, mais aussi d'avoir une dimension, tu vois, géopolitique qui a aussi nourri quelque part mon appréhension du monde, de la société, et qui m'ont amené petit à petit vers les ressources humaines. D'accord. Et qu'est-ce qui t'intéresse dans les ressources humaines? Parce qu'aujourd'hui, la technique et gérer l'humain, c'est deux mondes différents. Parce que c'est deux mondes différents, et en même temps, quand tu fais de la technique, tu gères des hommes. Et comme j'ai commencé dans les métiers de l'ingénierie très très tôt, en fait, dans mon parcours, Mohamed, à la différence de beaucoup, j'ai pas démarré par une école d'ingénieur. Au lycée, je ne savais pas l'existence des écoles d'ingénieurs, je ne savais pas l'existence des écoles de commerce. En plus, ça a été une période un peu particulière, puisque quand moi j'étais au lycée, à Vitrolles, se jouait aussi une dimension politique qui fait que il y a eu un changement, tu vois, à la tête de la mairie du Vitrolles à l'époque, qui a décidé, effectivement, les citoyens ont décidé que cette ville devait passer donc, dans un parti extrême. Et c'est vrai qu'un certain nombre d'élèves comme moi, nous n'avions pas accès à l'information. Donc, je ne savais pas ce que c'était que les classes préparatoires. Et je ne participais pas, tu vois, je n'étais pas invitée à participer aux sessions d'information. Et qui fait que quand j'ai eu mon bac scientifique avec mention, où j'avais eu de très belles notes en biologie, en mathématiques et en physique, eh bien, je me suis tournée tout de suite vers l'université. Et donc, j'avais tu vois, deux choix possibles. La médecine ou la biologie, toujours par rapport à des appétences. Et pour aller très vite sur ce point-là, parce que j'étais régulièrement au Maroc tous les étés pour aller voir ma famille, j'ai découvert le monde de l'ingénierie par la construction de l'édifice, donc de la grande mosquée Hassan II. De Casablanca. De Casablanca, effectivement.
Et je me suis renseignée petit à petit sur les bureaux d'études. Un bureau d'études à Marseille qui s'appelait OTH Méditerranée, dont le nom est Aegis aujourd'hui, a accepté de me prendre pendant mes études universitaires en stage. Et j'ai découvert comme ça les métiers de l'ingénierie autour de l'environnement. J'ai managé des projets, ils m'ont gardé avec eux, ils m'ont embauché, donc ça a été mon premier contrat de travail en dur, parce que j'ai eu plein de petits boulots tout au long de ma jeunesse. Et puis après, progressivement, faisant de la gestion de projet, je suis arrivée à manager de plus en plus d'équipes. J'ai été recrutée par le groupe EDF en 2005, avec un management à 26-27 ans de 200 déjà, 150 personnes, 200 personnes vers là. Donc, tu vois, j'étais très jeune, des équipes techniques, des équipes commerciales. Et voilà, j'avais fait comme ça tout un chemin sur le management. Mais plus je faisais du management, plus je savais que développer le capital humain et accompagner les transformations des organisations, c'était mon truc. D'accord. Et donc, j'avais rencontré plein de patrons chez EDF. Je leur avais expliqué un peu mon intention. Et j'avais une patronne qui était avec moi dans mon premier job, qui est devenue la patronne, la DRH du nucléaire. D'accord. Et juste après Fukushima, elle avait besoin de quelqu'un pour bosser sur le recrutement, en essayant de trouver le champ des possibles pour attirer les talents, pour rejoindre cette filière-là. Et elle m'a donné cette chance. Donc, je l'ai rejoint pour faire mon premier job RH, et depuis, je n'ai pas quitté cette filière. Tu as dit un mot là, elle m'a donné cette chance. Est-ce que pour toi, le facteur chance, c'est quelque chose... Parce que aujourd'hui, tu es directrice de la formation pour L'Oréal. Chez EDF, tu exerces également à la fin, avant que tu partes, un poste de direction. Des postes de direction ou des postes avec forte responsabilité. Ouais, plutôt, ouais. Avec des fortes responsabilités. Comment, toi, moi, je suis une personne lambda et je me dis, demain, j'ai envie d'être directeur de la formation. Comment je fais ? C'est-à-dire, quand je dis comment je fais, c'est est-ce qu'il y a forcément le travail acharné, il y a un fort travail, mais est-ce que le facteur chance, le facteur réseau, c'est quoi les éléments qui peuvent, quand quelqu'un nous écoute et qui est jeune et qui dit, moi, dans 20 ans, j'ai envie d'être directeur. Moi, quand j'étais chez EDF, dans ma tête, c'était impossible de pouvoir être directeur parce qu'il y avait trop d'obstacles. Moi, j'avais pas encore le bon état d'esprit pour en arriver là. Toi, tu l'as fait très rapidement. Donc, par où que tu es passé et comment tu as fait ? Alors, je ne sais pas si je l'ai fait rapidement et je ne saurais pas te dire s'il y a une recette particulière. Parce que, tu vois, si j'avais, moi, à retracer un peu ce parcours, le sujet, ce n'est pas tant le titre. Ce n'est pas le fait de prendre, tu vois, d'avoir un poste de directeur ou directrice. C'est pas ça. En revanche, ce qui a structuré mon parcours, c'était d'agir avec compétence. Et donc, j'avais besoin, moi, à la fois... Donc, il y a 3 dimensions. Il y a le sujet de la motivation. D'accord. Comme tu dis, indéniablement, sur des parcours comme le mien, surtout, du milieu qui était le mien, tu vois, et sans avoir, finalement, ni de rôle modèle, ni de réseau, et pas de connaissances, tu vois, voilà, ni de réseau, ni de connaissances établies. En fait, j'ai toujours essayé de trouver, moi, l'opportunité de pouvoir apprendre dans des environnements sur lesquels on acceptait à la fois de me donner ma chance. D'accord. Et d'être à la hauteur de la chance, tu vois, qu'on me donnait. Avec, un jour, je t'avais parlé de ça, Mohamed, tu sais, cette notion de syndrome, en plus de l'immigré. Oui, on va en parler. Je vais aborder ce sujet dans 5 minutes. C'est un sujet important pour moi. Ok. Mais bon, donc, ça veut dire que le travail, c'est évident, mais c'est pas le travail acharné, c'est de savoir sur quoi je dois mettre mon énergie, quelles sont les compétences qui me sont utiles et sur où je veux avoir de l'impact. Parce que je pense que ce qui est intéressant en tout cas, et on fonctionne pas tous de la même manière, mais tu vois, c'est la question de sa raison d'être, de savoir où est-ce qu'on a envie de s'investir, le sentiment, tu vois, d'être utile pour la société, pour le monde. Donc on a tous des ambitions différentes, donc il faut déjà bien se connaître. D'accord. Travailler, se former, tu comprends. C'est indéniable. Indéniable. Et apprendre à apprendre, surtout. Bien sûr. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on s'est... C'est comme ça que tu m'as découvert. L'anecdote, c'était qu'au moment où je me suis lancé, et que moi aussi, j'étais dans le groupe EDF, et que j'ai décidé de partir pour lancer mon activité, j'avais fait des posts sur LinkedIn et tu étais tombé sur mon travail et tu m'avais contacté parce que ma mission, c'est de apprendre à apprendre et démocratiser les méthodes d'apprentissage. Et toi, tu étais venu me voir me dire « Ah, c'est incroyable, chez L'Oréal, le apprendre à apprendre, c'est un sujet qui nous tient énormément à cœur parce qu'il faut le mettre en avant pour l'acculturation l'accompagnement de nos salariés, l'évolution et autres. » Donc,
il y a quelque chose à faire, on en a discuté et après tu m'as donné ma chance, on a pu faire les premières formations et depuis ça fait 4 ans qu'on collabore régulièrement avec L'Oréal et ça fait partie de nos clients côté connaissances limitées. Exactement. Pro. Exactement, tu as tout dit. Mais c'est pour ça que pour revenir à la question que tu m'as posée, pour moi il y a cette dimension de motivation, le fait de pouvoir donc s'investir et être très conscient, tu vois, que tu n'obtiens rien sans rien. Donc il faut vraiment être curieux, avoir de l'énergie, ne pas avoir peur de l'échec et donc oser. D'accord. La deuxième dimension pour moi, c'est cette notion de savoir, tu vois, de savoir-faire, même de savoir-être, mais de développer par différents moyens ses compétences, par le biais de la formation, par le biais de l'apprentissage. Tu as aussi beaucoup de gens qui ont le souci de transmettre. D'accord. Et moi, j'ai bénéficié à chaque fois dans mes expériences, Mohamed, depuis que je suis toute petite, de gens qui partaient à la retraite, tu vois, qui étaient aux prémices de partir à la retraite et qui avaient ce souci quelque part de me confier un héritage, tu vois, de leur savoir. Et donc, je suis aussi construite, moi, avec cette dimension. Et puis, des terrains d'expérimentation, c'est-à-dire que ce que j'appelle moi des terrains d'expérimentation, c'est que c'est pas la question, tu vois, aujourd'hui j'ai cette chance d'être chez L'Oréal, mais quand j'arrive chez L'Oréal, tu vois, et ça fait 4 ans aujourd'hui que j'y suis, c'est que j'arrive aussi riche de mes expériences, de mes compétences, parce que j'ai éprouvé aussi beaucoup de choses tout au long de ma carrière. Donc il faut pas regarder ce qui brille, il faut juste regarder l'apport que ça a et de quelle manière, tu vois, dans quel écosystème je peux expérimenter des choses. Et je peux donner, tu vois, il y a la notion de don contre don. Voilà. Effectivement. Et il y a la notion de oser. T'as osé tester, t'as osé partir à un moment d'une boîte, d'un bureau d'études pour rentrer chez EDF, t'as osé à un moment partir d'EDF pour aller chez L'Oréal et tester d'autres choses. Oui. Et on ne sait pas ce que l'avenir te réserve, peut-être tu oseras d'autres choses comme on le fait tous. Et effectivement, la notion d'oser, c'est super important. Il y a des personnes qui se ferment des portes, ils n'essayent même pas. Oui. Dans mon livre Connaissances limitées, la première phrase de mon livre, c'est « La peur a tué plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait ». C'est pareil, les gens n'osent pas et ont peur et donc n'essayent pas. Et pour l'anecdote, comme tu le sais, je fais l'Olympia le 7 septembre 2024 et vous êtes tous conviés. Donc je compte sur vous pour prendre votre place. Ça sera sous l'épisode. Mais quand j'en ai parlé à ma famille, à mes amis, à mes proches, on m'a dit « Mais t'es fou, pourquoi faire l'Olympia ?» Et aujourd'hui encore, on est à 5 mois de l'événement, les gens me disent « Mais t'es fou, pourquoi l'Olympia ?» Et j'ai osé, j'y vais, on verra ce que l'avenir nous réserve, je sais que ce sera un succès, quoi qu'il en soit, ce sera un moment qui aura marqué ma carrière ou mon esprit, ma vie, parce que il y a énormément de challenges, c'est juste incroyable, et ce moment sera incroyable parce qu'on va partager énormément de pépites sur scène. Et moi, je suis extrêmement fière de ton parcours, Mohamed aussi, je tenais à te le dire, et tu le sais, parce que lorsqu'on s'est rencontrés, en fait, moi, ce qui m'avait marqué, c'est que tout comme toi, en fait, on a quitté un écosystème. Au même moment, c'était au moment du Covid. Oui, ça. Et donc, du premier confinement. Et moi, j'avais vu tes premières initiatives sur les réseaux sociaux. Et je t'ai contacté sur LinkedIn parce que je voyais déjà que tu étais dans une dynamique entrepreneuriale. Et parce que souvent, tu vois, on pense à être salarié dans une entreprise. Et puis, je trouve génial, et moi j'en ai plein d'ailleurs autour de moi, des gens avec qui j'ai grandi, qui ont décidé aussi d'être leur propre patron, parce qu'il n'y a pas qu'un chemin quelque part pour se réaliser. Et de t'avoir vu comme ça, entreprendre un sujet en plus qui me tenait à cœur, moi qui était cette dimension d'apprendre à apprendre, et de permettre à chacun justement de reprendre quelque part la main sur sa vie, en considérant que le savoir pouvait être une clé justement pour pouvoir entreprendre un projet professionnel, tu vois, ouvrir une nouvelle voie. Et là, te voir grandir progressivement comme ça, tu as monté ton entreprise, tu as développé tes formats de formation, je vois les conférences que tu mènes. J'ai même un ami d'enfance, grâce à toi, qui m'a contacté. Donc, je salue Ali. Oui, exactement. À Marseille, qui m'a dit, Ilem, j'ai rencontré Mohamed, tu as fait une conférence. Alors, je ne sais plus c'était quand. Ouais, c'était à Marseille, c'était il n'y a pas longtemps, c'était début en janvier. D'accord, donc janvier 2024. Et là, donc l'Olympia, d'imaginer, donc en septembre,
tu vas aller tu organises là, tu prépares cet événement, eh ben sache que nous, tu vois, on va être présent, il y a des collaborateurs l'oréaliens qui vont être là et qui vont te voir sur scène et on est ravis. Donc voilà, j'invite tout le monde à venir te voir. Merci pour la force. Merci beaucoup et effectivement, bien sûr, Ilham sera là et merci pour la force et hâte d'avoir les équipes de L'Oréal à cette date. Je t'avais demandé d'apporter on va passer à l'étape d'après, je t'ai demandé d'apporter un objet. Est-ce que tu peux me dire quel est l'objet? Tu peux nous le montrer et le partager aux auditeurs. J'ai pris... Yes. C'est l'échec. En fait, ça symbolise... Donc, oui, bien sûr. Les échecs. Pourquoi? Parce qu'en fait, Mohamed, il y a ce qui m'a fait à un moment donné aussi me connecter à toi, c'est que tu m'as rappelé 2 éléments qui ont structuré aussi ma vie et ma jeunesse. Le premier, effectivement, c'est les échecs. Ouais. J'ai eu un monsieur Poum, il s'appelait, à l'école primaire, qui venait comme ça pendant les temps de pause et le déjeuner. Et il nous apprenait les échecs. Ça a structuré justement mon amour des mathématiques, les échecs. D'accord. Et on a eu comme ça, et ce monsieur était d'origine slave, et on a eu comme ça des intervenants qui venaient et qui s'adressaient, tu vois, à des populations différentes. Mais ce savoir qu'il nous a donné, en fait, il était précieux. Et très souvent, avec mes sœurs et avec mes amis, en fait, on repense à ça, à cette notion, tu vois, de comment élaborer, tu sais, les notions de stratégie, de réflexion, tu vois, de temps posé. Et donc, Monsieur Poum m'a donné quelque part une appétence à cette réflexion et aux échecs, et donc derrière aux mathématiques, qui a quelque part guidé ma vie. Et en amenant cet objet, j'aimerais aussi te dire à quel point ta méthode à toi m'a été utile, parce que quand j'étais aussi au collège, il y a eu un autre intervenant qui m'a appris la lecture rapide. Wow. En 5e. Et j'étais dans une classe, figure-toi, comment j'étais bonne élève. J'étais dans une classe qui était en grande difficulté, et donc pour pouvoir aider, tu vois, les élèves qui étaient en grande difficulté, quand je dis en grande difficulté, c'est même des élèves, tu vois, qui voulaient quitter l'école. Et il y avait cet intervenant, j'ai plus son nom en tête, mais il nous a appris la lecture rapide. Et en nous apprenant la lecture rapide, j'ai découvert et j'ai amplifié moi déjà ma capacité à apprendre. Moi qui étais, tu vois, j'étais l'intello, et c'est pas facile d'ailleurs, tu vois, d'avoir tu avais l'étiquette de l'intello à l'école, effectivement. Ah non, mais arrête de faire l'intello. Ouais. J'étais tout le temps avec mes bouquins au quartier. D'accord. Donc, non, et puis il respectait ça. Enfin, tu vois, c'était pas évident, mais j'avais beaucoup de respect aussi par rapport à ça. Mais qui faisait que, tu vois, j'étais en capacité aussi de transmettre l'amour que j'ai pour les livres et pour la littérature à des élèves qui étaient avec moi. Et donc, aujourd'hui, tu utilises toujours la lecture rapide dans ton quotidien ? Alors oui, de fait, parce que je lis beaucoup, aussi de par mon activité, de par aussi, tu vois, comme je change de métier aussi tous les 3-4 ans, donc j'apprends tout le temps, mais je choisis à quel type d'ouvrage utiliser ce type de technique, et avec aussi le choix que je me laisse de pouvoir prendre le temps de lire. Oui, la distinction entre la lecture plaisir et la lecture apprentissage, où toi tu utilises ça pour la lecture apprentissage dans tes mails, la rapidité, aller chercher de l'acquisition, et tu prends du temps pour la lecture plaisir parce que tu es plus là pour voyager et autres. Oui, mais sur ma table de chevet, tu vois, je dois voir à peu près 7 bouquins à chaque fois. D'accord. Ma famille n'en peut plus. Alors moi, j'ai besoin du format papier. Comme moi. Et donc voilà, je suis très format papier, j'écris sur mes livres, mais c'est vrai que tu vois, sur ma démarche à chaque fois d'apprendre, typiquement là, j'achète des bouquins sur l'intelligence artificielle générative. C'est fou parce que tu me permets de faire une transition incroyable. Vas-y. On va arriver sur la deuxième partie et sur les sujets d'actualité. On parle beaucoup, il y a plein de sujets d'actualité, et il n'y a pas longtemps, on parlait donc il y a l'intelligence artificielle, on parle beaucoup de ça, avec les réformes qui arrivent sur les réformes du chômage, où on veut réduire le temps du chômage, passer de 18 à 12 mois, aller sur le plein emploi, mettre plus de travail. Alors qu'en parallèle, moi, en vrai, quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, on veut que les gens travaillent plus, on veut réduire leur cotisation pour qu'ils aillent plus rapidement travailler, mais en même temps, il y a tout l'aspect informatique, les machines, l'intelligence artificielle, qui fait qu'on a de moins en moins besoin de l'humain.
Et donc, qui va pousser encore plus de gens à être dans la précarité, à être au chômage, parce que les choses à faible valeur ajoutée peuvent être faites et pourront être faites par les machines ou faites par l'intelligence artificielle. Et donc, ce sujet, qu'est-ce que toi t'en penses de cette thématique? J'y ai pensé et je me suis dit, alors, je vais demander l'avis à Ilham. Toi, qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui de ça? En fait, dans ce que tu partages, il y a deux notions. Et si tu me permets, je vais commencer déjà avec ce que tu as évoqué sur reculer, tu vois, le départ de l'âge de la retraite. En fait, moi, sans vouloir faire, tu vois, évoquer les sujets d'ordre politique, je voudrais juste te parler déjà de la démographie. En fait, et c'est ce que je dis à chaque fois quand on me demande, tu vois, d'intervenir dans des conférences ou des tables rondes, avec ma casquette de France Stratégie. La France, l'Europe, et je vais même te dire l'hémisphère nord, vieillit. On a cette chance tous de vieillir et d'être, tu vois, d'avoir une... De vieillir en bonne santé. Alors, je nous le souhaite, parce que c'est un vrai sujet, la question, tu vois, de vieillir en bonne santé. En tout cas, la question de la longévité. On vit de plus en plus longtemps, mais on vit différemment. La société évolue, la technologie évolue, l'alimentation évolue. On n'a pas la même pénibilité, tu vois, en fonction des métiers. Tu as des métiers effectivement qui sont plus manuels, physiques, d'autres où tu as une charge mentale et la santé mentale, et on l'a vu avec la crise Covid, est de plus en plus considérée. Donc, mais ce qui est évident, c'est qu'il y a le vieillissement, en tout cas, de la population, qui fait qu'à la fois on a un pays qui vieillit et on a un taux de natalité qui est de plus en plus faible. Tu mentionnais, moi, ma mère, effectivement, elle a eu 4 enfants. Moi, j'en ai 2. Moi aussi, j'en ai 2. Et quand je dis à ma femme, est-ce qu'on en fait un 3e? Elle me dit non, jamais. Parce que, et je la comprends, je respecte oui, bien sûr. ça. Mais moi aussi, quand je dis, je te coupe par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, on veut à la fois avoir cet équilibre vie pro, vie perso, être épanoui. Et l'épanouissement, c'est pas uniquement un épanouissement dans mon cas de figure. On a envie de voyager, on a envie de faire plein de choses. Et effectivement, on est content d'avoir 2 enfants. Et aujourd'hui, on est heureux d'en avoir 2. Et on se dit pas, voilà, j'en veux absolument un 3e, un 4e, un 5e. 2, ça nous suffit. Et on a vraiment beaucoup de chance d'en avoir. Il y en a qui galèrent à avoir des enfants. Et effectivement, c'est ce qui fait que le taux de natalité général, parce que les esprits évoluent, on pense de manière différente, on a d'autres focus qui font que on va privilégier d'autres choses, notre carrière, notre travail, notre épanouissement personnel, plus que d'avoir plusieurs enfants. Et effectivement, ça fait baisser le taux de natalité. Mais ce qui veut dire aussi que ces sujets-là deviennent plutôt un choix. Tu vois, c'est un choix de couple, un choix de famille. Et donc, ce qui était moins le cas il y a quelques décennies. Donc, ça montre aussi le progrès dans la société. Mais c'est une réalité. On a ce vieillissement de la population et qui fait que la question, tu vois, de l'employabilité devient essentielle. Et tu vois, si je reprends du coup mon autre casquette dans mes responsabilités chez L'Oréal, on agit pour faire en sorte que tous les collaborateurs puissent se former tout au long de leur vie professionnelle. Et on a des actions très spécifiques pour accompagner nos collaborateurs de plus de 50 ans, pour continuer à réinventer leur carrière, à apprendre de nouvelles choses et à se réaliser professionnellement. Mais je trouve que c'est un élément important qui fait que de plus en plus, tu vois, quand je discute moi avec mes homologues, la question d'accompagner la seniorité au sein des entreprises se pose, et elle est, pour moi en tout cas, incontournable au regard, tu vois, justement de ces questions démographiques. Mais comment vous accompagnez les personnes, les seniors? Les seniors, tu sais bien à partir de quel âge? Bah ça déjà, tu vois, c'est une bonne question. C'est à partir de quel âge qu'on se considère senior, tu vois? Ah, mais c'est pour ça que je te pose la question. C'est dans les textes, on va dire, c'est quoi dans les textes chez L'Oréal, c'est quoi? À partir de quel âge on considère qu'un collaborateur est senior? Moi, je vais te dire, en fait, c'est intéressant de voir la question sur différents formats, parce que il y a quelques années, on faisait dans les entreprises, tu vois, des entretiens, ce qu'on appelait à mi-carrière. Les entretiens à mi-carrière se faisaient plutôt à 45 ans. Puis après, nous, on voit là, tu vois, sur l'accent, moi, si je peux te partager une data sur L'Oréal, 1/3 de nos collaborateurs ont plus de 50 ans. Souvent, les gens pensent que dans mon entreprise, les collaborateurs sont très, très, très jeunes. En fait,
Alors bien entendu que dans leur esprit, tu as affaire à des gens d'un dynamisme incroyable, peu importe l'âge, hein, tu as de la curiosité, de l'énergie. Ouais, mais je le vois, en formation on le voit souvent. Voilà. Et en plus, Mohamed, je crois que tu as accompagné nos retraités L'Oréaliens. Oui, exactement, oui, effectivement. Génération L'Oréal, qui est votre association de retraités, qui m'avait sollicité. On avait fait tout un parcours, on les avait accompagnés sur plusieurs ateliers, parce que, oui, même à la retraite, on continue à se former aux méthodes d'apprentissage et on avait eu ça. C'était vraiment top. Tu vois, donc c'est ancré chez L'Oréal. Ça fait 50 ans qu'on travaille sur les questions d'éducation permanente. Ça venait d'un patron, d'un président de L'Oréal qui s'appelait François Dalle, qui s'investit autour de ça. Et tu vois, moi, je suis un maillon de la chaîne, mais tout l'écosystème qui est autour de moi s'investit justement pour pouvoir avoir les budgets de formation, créer les meilleurs programmes adaptés. Et alors, pour répondre à ta question, à la fois ce que tu fais, toi, à nos côtés, pour apprendre à apprendre, nous permet, nous, de continuer, tu vois, à... j'allais dire, défier ou même remettre en question les croyances limitantes que certaines personnes peuvent avoir, parce qu'il y a ça aussi. Bien sûr. Et puis, on a des programmes spécifiques pour bien préparer la retraite. On soutient, par exemple, l'utilisation du compte personnel de formation. Oui, le CPF. Quand les gens veulent utiliser, tu vois, leur compte pour des formations certifiantes. Il y a plein de dispositifs. Moi, dans mon campus de formation, j'ai des formations adaptées justement pour ces populations-là. Qu'on construit, c'est des formations sur mesure, personnalisées. Et puis, on accompagne même ceux qui ont 40-45 ans pour préparer, tu vois, leur retraite au niveau financier, pour qu'ils soient en conscience de qu'est-ce que ça veut dire aussi, tu vois, de pouvoir être en retraite, bien imaginer la manière dont ils vont épargner. Donc, notre dispositif, il est très large. Et il y a peut-être une dernière action que je peux aussi te partager. C'est ce qu'on a fait pour moi en lien avec les dynamiques d'inclusion numérique, parce que tu faisais le lien avec l'intelligence artificielle générative. Ce qui est très important pour moi, c'est que peu importe ta génération d'appartenance, que tu te sens à l'aise avec la technologie. Donc on a identifié aussi dans nos sites de production, dans nos campus, les collaborateurs qui avaient du mal avec la technologie, pour travailler avec un partenaire qui s'appelle Simplon et initier des ateliers pour permettre à ce que ces collaborateurs soient plus à l'aise avec les smartphones, nos applications, tu vois, informatiques, le compte personnel de formation. Donc voilà, donc All Generation, c'est tout ça à la fois, c'est vraiment s'assurer que l'employabilité soit au cœur quelque part de nos préoccupations et de notre stratégie RH. Mais pour revenir sur le sujet d'actualité là, parce qui est aujourd'hui un senior pour vous, c'est quel âge chez L'Oréal? Ben en fait, je ne saurais pas te le dire comme ça, mais nous, on est sur un programme qui est peut-être plus de 50 ans. Plus de 50 ans. Tu vois? Et aujourd'hui, moi j'aimerais avoir ton avis. Aujourd'hui, une personne qui a plus de 50 ans, qui perd son emploi. Ouais. Si on vient lui réduire ses allocations chômage, qui passent de 18 à 12, est-ce que ça ne pousse pas la personne à être plus dans la précarité, à être plus difficile? Est-ce que tu penses que ça peut l'aider à rentrer plus facilement? Parce que vous... Moi, quand j'étais chez EDF, on est vraiment sur un accompagnement long terme. On ne va pas prendre un salarié à 50 ans, lui dire bon, t'es senior, tu te mets dans une case. Non, on va accompagner. Et, de toute façon, les personnes sont dynamiques, ils avancent. Mais dans plein d'entreprises, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que des fois, à partir d'un certain âge, on a l'impression... Moi, j'ai énormément d'élèves. J'ai vu une tendance sur ces 4 ans, parce que nous on a accompagné plus de 16 000 personnes, et j'ai de plus en plus d'élèves qui viennent faire nos formations, qui ont plus de 50 ans, mais vraiment, énormément, parce qu'ils sont dans j'ai plus de 50 ans, j'ai l'impression que mon cerveau ralentit, c'est une impression, ou j'ai l'impression que je suis plus aussi vif qu'avant, j'ai besoin d'avoir les bonnes méthodes, surtout j'ai moins de temps qu'avant aussi pour apprendre, donc j'ai besoin d'avoir les bonnes méthodes. Et ces personnes-là, comment... toi, quand t'as entendu ça, c'était quoi ton... T'as pensé à quoi? Écoute, qu'est-ce que tu t'es dit? Quand tu poses le sujet comme ça, je suis obligée, tu vois, de penser à mon père. D'accord. Tu vois, qui nous a quittés récemment. Pourquoi je te parle de ça? C'est parce que mon père, tu vois, quand il était... il était carrossier peintre. Et il travaillait pour une une firme. Et il a passé une grande partie de sa carrière dans cette firme-là. Et il y a eu, parce que, évolution, tu vois, des fois, il y a des plans de restructuration. Il a perdu son emploi. Cette société dans laquelle il était, c'était une grande partie de sa vie, c'était une grande partie de ses amis, tu vois. Donc, et pour lui, perdre cet emploi-là a été très compliqué parce que ça a remis en question, tu vois, un socle fondamental.
Et d'ailleurs, tu vois, petite, j'ai dû, quelque part, et j'étais à l'époque, enfin, tu vois, j'étais petite, donc je n'étais pas majeure, j'ai même fait rédiger ces courriers pour les prud'hommes. Wow. Alors que je ne savais même pas ce que c'était que les prud'hommes. Tu vois, c'était complètement, pour moi, j'avais aucune notion, j'avais aucun référentiel. Donc, cette question, tu vois, de perdre son emploi à un certain âge, de comment est-ce que tu te remets en selle dans une société, par quel biais, quelles ressources tu peux activer, quelque part, tu vois, je pense que ça a aussi alimenté le chemin qui est le mien et le fait que je sois là aujourd'hui. Et donc, pour répondre à ta question, pour moi, ce qui est sûr, et je ne suis pas surprise de voir qu'il y a de plus en plus, tu vois, de personnes seniors qui viennent à tes formations, parce que je suis convaincue que ce qui permet de faire société ensemble, c'est aussi la valeur travail. Ouais. Et donc, cette valeur travail, c'est pour ça que moi-même, j'insiste souvent sur ça. Il n'y a pas que le sujet, tu vois, d'être salarié dans une entreprise. Pour moi, tu peux être actif sous différents formats. Et j'ai rencontré, moi, et je rencontre régulièrement de plus en plus, tu vois, de personnes qui ont cet âge-là et qui se mettent à leur compte. Bien sûr. Et qui trouvent, du coup, un nouvel équilibre comme ça, en étant... Parce que, tu sais, bien entendu qu'il y a les grandes boîtes. Moi, je regarde L'Oréal. On est 15 000 collaborateurs en France, mais on fait travailler sans emploi de manière indirecte. Et donc, on a un parterre de partenaires, tu vois. Et tu parles de 100 000 100 000, pardon. Oui. J'ai dit 100 ? Ouais, t'as dit 100. Pardon, c'est 100 000. Donc 100 000 emplois indirects. Et on est beaucoup de grandes entreprises comme ça. Bien sûr. Donc, je vois, moi, dans le Sud, tu vois, dans mes amis, dans les métiers de l'artisanat, tu vois, des travaux publics ou autres, même ceux qui ont, tu vois, avec un niveau de pénibilité, qui décident de se reformer pour pouvoir se remettre en selle dans d'autres domaines. En fait, je pense que tout le monde peut trouver sa place. En revanche, faut-il savoir où aller, comment être bien accompagné. Et c'est pour ça que moi, je parle souvent d'un acteur public que les gens ne connaissent pas, c'est le conseiller en évolution professionnelle. Sur Internet, pour tous ceux qui se posent des questions, tu vois, sur leur devenir, même si tu es peut-être actuellement dans une entreprise ou que tu as perdu ton emploi, le conseiller en évolution professionnelle, c'est un nouveau service public qui est accessible de tous. C'est payé par le biais des taxes que les entreprises, tu vois, payent à l'État. Et donc, ce conseiller permet justement, tu vois, d'avoir quelqu'un qui, comme boussole, qui peut t'aider à te guider, à trouver les bonnes formations, pour voir comment tu peux financer ces formations-là. D'accord. Tu vois, peut-être à réfléchir à une reconversion professionnelle. Et donc, et c'est gratuit, c'est confidentiel et c'est accessible de tous. Ok. Ça, je donc sur Internet, le conseiller en évolution professionnelle, j'invite vraiment, tu vois, tous les actifs ou ceux qui ont perdu leur emploi à regarder. Et c'est pas destiné à une catégorie socio-professionnelle, c'est sur tout le territoire français. Et on peut rencontrer les gens en virtuel, en présentiel, il y a des agences de partout. Donc voilà, ça c'est vraiment mon conseil. Ok, très... allez voir, important. Tu nous as apporté un livre. Oui. J'aimerais que tu nous dises quel est ce livre et pourquoi tu nous l'as apporté. Oui, parce que tu m'as demandé de t'amener un bouquin. Je suis déçu, tu n'as pas apporté le mien. Non, mais il n'est pas loin. Il est là. Il est là, ton bouquin. Et donc, que je conseille à tout le monde aussi. Je t'ai amené un bouquin, en fait, il a plusieurs, en tout cas, plusieurs symboliques pour moi. D'accord. Et donc, je vais le montrer à l'écran, j'espère qu'on le voit. Donc, Alain Rey. Cet homme qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, spécialiste de la langue française, tu vois, on a tous été marqués par son nom sur les éditions, tu vois, du dictionnaire Le Robert. Oui. Alain Rey m'a accompagné quand j'étais à l'école primaire. À chaque fin d'année, lorsqu'on réussissait, tu vois, à passer à une classe supérieure, on nous donnait le dictionnaire. D'accord. Et donc, je voyais tout le temps son nom. Et Alain Rey, alors je vais montrer parce que le livre est magnifique. Déjà, à la couverture, on voit la calligraphie. Et en fait, il a fait... Donc, le nom du livre s'appelle Le voyage des mots. Et lorsqu'on regarde, il est rempli de calligraphie, il est rempli de couleurs. Wow. Voilà, je sais pas. Donc, c'est un artiste qui illustre certains de ses bouquins. Et en fait, on veut reconnaître la calligraphie arabe. Et parce qu'Alain Rey a voulu mettre en avant les mots d'origine arabe dans la langue française. D'accord. Et pour moi, tu vois, souvent, lorsqu'on est sur ces questions, tu sais, d'identité, surtout pour des personnes comme toi et moi, qui avons différentes origines, en fait, on nous pose souvent la question de savoir est-ce qu'on est français, est-ce qu'on est... Voilà, donc, et moi, je me pose pas la question, je suis.
et je suis là. Et mais dans la langue, tu vois, française, qui a été essentielle pour moi à apprendre pour bien m'exprimer, et parce que j'avais aussi une maman qui a eu ce souci aussi, tu vois, de bien parler le français pour aussi défendre ses droits et être au service aussi de sa famille. Donc j'ai une attention, moi, par rapport à ça. Et donc, et je me suis dit, c'est incroyable parce que ce monsieur qui mettait justement, tu vois, qui nourrissait la langue française et qui permettait à des jeunes enfants comme nous aussi de bien maîtriser la langue, a eu ce souci, tu vois, de montrer que la langue française, elle était multiple. Ouais. Elle était riche, justement, tu vois, de toutes ses racines et que finalement, elle a aussi des racines arabes. Effectivement. Ok. Super livre. Je conseille. Voilà. Tu me permets de te montrer une deuxième chose ? Oui, bien sûr. Parce que en plus, ça va me permettre de... Je vais prendre... Parce qu'après, on a les questions des auditeurs. D'accord. Je suis en train de préparer les questions des auditeurs. En fait, je montre parce que j'ai... Afida, avec toute mon estime et mon affection. Alors, c'est signé, mais je ne sais pas de qui. Christiane Taubira. Ah oui, de Christiane. Voilà. Et en fait, j'ai eu la chance, lors d'une conférence, de rencontrer Christiane Taubira. Et pareil, qui a été, tu vois, un modèle pour moi dans cette capacité à... Tu sais, on parle souvent de rhétorique dans ses prises de parole à l'Assemblée nationale, où elle a défendu des textes auxquels elle croyait énormément. Et elle a le même physique que ma maman. Elle est petite, elle a autant d'énergie. C'est une femme forte. Et je me suis dit, c'est fou, parce que du coup, je faisais le lien. Parce que c'est grâce à une interview de Christiane Taubira que j'ai découvert ce bouquin-là. D'accord. J'étais hyper contente. Et je me suis dit, tiens, je fais le lien, tu vois, la boucle est bouclée entre une femme qui m'a inspirée, ma mère qui est mon modèle, tu vois, et puis voilà, et cette dédicace qui a été faite. Voilà. Merci pour ce partage et ce moment de dédicace. On arrive sur la dernière partie où on est sur la question des auditeurs. Et la première question, c'est, on a abordé brièvement le sujet tout à l'heure, c'est une femme qui pose la question, qui dit, est-ce que tu as déjà été confrontée au syndrome de l'immigré ? Et elle me pose vraiment ça. Et c'est pour ça que je me disais tout à l'heure quand tu m'en as parlé, je dis, ça va arriver. Donc, est-ce que toi, dans ta carrière, dans tout ce que tu as vécu, tu as été confronté à ce syndrome? Et est-ce que tu peux me dire c'est quoi ta définition du syndrome de l'immigré? Et est-ce que tu as déjà été confronté à ça? Donc, est-ce que j'ai déjà été confrontée à ça? La réponse est oui. Et, évidemment, c'est quelque chose que j'ai en moi. Je lutte en permanence, tu vois, par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que quand tu nais, donc moi je suis née ici à Martigues, j'ai été naturalisée au moment où je suis rentrée à l'école primaire. D'accord. Donc je tiens, tu vois, ma citoyenneté française. Et donc, mais j'ai été dans une éducation où on devait faire attention à tout. Oui. On devait être extrêmement exemplaire. Donc mes parents avaient des valeurs très fortes, tu vois, d'implication, de sérieux, de fiabilité. Et pour autant, tu as ce truc où tu as besoin de démontrer ta place, que tu as ta place dans la société, mais avec quelque chose qui se joue aussi, tu vois, quand tu progresses aussi, tu vois, quand tu prends des responsabilités ou autres, c'est que ce qui se joue pour toi lorsque tu prends un emploi est peut-être plus important dans ton sac à dos à toi que pour d'autres personnes. Et pour moi, je fais même pas le lien, tu vois, avec la notion d'origine. Je fais le lien avec la notion de milieu social. Parce que c'est ce que j'ai découvert progressivement. Avant, j'avais cette croyance où je pensais que le sujet lié à mes origines, bien entendu, peut être un facteur discriminant. Pour autant, ce que j'ai considéré, moi, comme étant le facteur le plus discriminant, en fait, c'était le milieu social. Oui. Qui faisait que quand tu avais un emploi et que tu tenais, tu vois, il y avait cette notion de sécurité matérielle, financière, parce que tu as la responsabilité de ta famille, des tiens, et sans sécurité, tu vois, sans parachute ni rien. Donc, ce qui se joue sur un emploi et ta capacité à l'avoir et à le garder, en fait, dans ton sac à dos à toi, il était plus lourd, tu vois. Bien sûr. Donc, ce syndrome de l'immigré, oui, il est là. J'ai lutté énormément. Et comment tu fais pour passer au-delà ? Et alors, ça, c'est une bonne question. Comment tu fais pour passer au-delà ? En fait, c'est en te faisant... tu vois, on parlait de oser. Je crois que c'est en prenant des risques. D'accord. De toute façon, je pense qu'il faut prendre des risques. Il y a quelque chose chez moi, tu vois, dans ma prise de risque qui est... Parce que si tu demandes à mes amis, tu vois, ils n'ont pas arrêté de me voir apprendre, bien sûr, de me voir évoluer, de me voir aussi me confronter des fois à des organisations, tu sais, sur lesquelles il fallait que je fasse ma place.
parce que rien n'a été, rien ne m'a été donné, tu vois. sûr. Mais bon, pas plus à moi, qu'à d'autres, quelque part. Mais c'était en me prouvant qu'il fallait prendre des risques. D'accord. Et quelquefois, tu vois, j'ai dû avoir besoin, moi, de personnes ressources, tu vois, de mentors, d'amis, qui me disaient, allez, Ilham, tente-le, n'aie pas peur. Ouais, d'accord. Essayez, osez. C'est fou parce que, je sais pas, peut-être parce que t'es une femme, que j'ai eu ces questions-là, et que il y a quelqu'un qui me dit, je suis confronté au syndrome de la femme parfaite. Elle a un peu ça, la femme parfaite. Est-ce que vous avez déjà vécu ça dans votre travail? Alors, le syndrome de la femme parfaite, c'est, moi j'aime bien la définir comme ça, c'est la femme qui va être parfaite partout. C'est-à-dire, elle va être parfaite au travail, parfaite avec ses enfants, parfaite avec son mari, parfaite à la maison. Faut que tout soit parfait tout le temps. Mais à un moment, après, c'est le burn-out. C'est tout à 100%, mais à un moment, j'ai plus de vie. Comment? Est-ce que toi, tu l'as vécu déjà? J'en profite. Moi, je peux pas parler de ça, je suis pas une femme. Mais j'ai le syndrome de l'homme parfait. Non, je rigole. On a moins ce syndrome-là. Non, mais et tu sais, je souris parce qu'en plus, la femme parfaite, tu vois, quand moi je pense à perfection, je pense à L'Oréal. D'accord. Parce que L'Oréal est une école de la perfection et de l'excellence. Et j'apprends énormément depuis 4 ans autour de cet environnement qui est juste incroyable. Mais si je réponds à ta question sur la femme parfaite, alors ça a été ma chance. C'était de démarrer dans des environnements masculins. D'accord. Une grande partie de ma carrière s'est faite dans des environnements masculins et j'ai énormément appris des hommes autour de moi. D'accord. Et c'est ce que j'essaye de transmettre aussi. Donc, tu as appris que les hommes n'étaient pas parfaits et tu dis c'est bon, je ne vais pas être parfait. Donc ça, je pense que toutes les femmes vont sourire. Non, j'avais pas de doute sur la question de la perfection et des hommes. Non, j'avais aucun doute par rapport à ça. En revanche, j'ai énormément appris des hommes sur leur manière de gérer la vie, la manière aussi de déléguer, la manière de pouvoir considérer ce qui était important et de ce qui était urgent. Et je voyais bien que le souci qu'ont les femmes de démontrer qu'elles sont capables de pouvoir prendre des responsabilités et de se vouer corps et âme, tu vois, dans tout, leur famille, parce que je pense que c'est ça en fait, tu vois, c'est que et je pense qu'il faut pas faire de généralité non plus, mais il est vrai que pouvoir gérer à la fois sa carrière, sa famille, et quand je parle de la famille, c'est aussi bien les enfants que ses parents, parce qu'on a aussi, tu vois, tout au long de la vie, à gérer le vieillissement tu vois, de ses parents, qui est une charge en soi. Et imaginons plus avec la maladie, lorsque tu as le rôle de aidant. Donc c'est pas si évident que ça. Mais ce que je dis moi aux plus jeunes femmes, déjà, c'est de savoir choisir son mari. Il faut être exigeante, très exigeante, si tu souhaites fonder une famille, sur la personne qui va t'accompagner, la personne qui va être... C'est de la co-responsabilité. Et ça, moi, ça a été quelque part ma chance, parce que j'ai... C'est la RH qui parle, hein. Elle est en recrutement. Elle a dit, il faut choisir son homme, c'est un recrutement, il y a entretien, fiche de poste, test écrit... Non, mais tu sais, ça peut être anecdotique de le dire comme ça, mais en fait, c'est pas tant, tu vois, la personne qui va t'accompagner en tant que telle. C'est que quand tu décides de fonder une famille, de faire des enfants, en fait, pour moi, en tout cas, ça nécessite d'y consacrer du temps et de pas se tromper. Tu vois ? Et donc voilà, je veux pas faire la caricature, mais tu peux acheter une maison et la revendre, tu peux prendre une voiture et la revendre, tu peux même te marier avec quelqu'un et divorcer. Bien sûr. Mais la responsabilité, tu vois, de mettre au monde des enfants, de les éduquer et d'en faire des adultes responsables, tout en ayant toi, tu vois, ton souhait de te réaliser. Si encore tu as des moyens qui te permettent d'avoir des aides, tu vois, financièrement parlant, tu peux avoir plein de ressources et c'est génial. Mais si c'est pas le cas et que tu démarres, tu vois, d'un certain niveau et tu as envie d'entreprendre, eh bien voilà, moi en tout cas c'est ma première recommandation. Et la deuxième, dans cette question de la perfection, c'est ce que j'invite moi en tout cas les femmes, c'est vraiment à je sais qu'il y a plein de réseaux de femmes, tu vois, qui s'entraident. Et moi, j'invite aussi à beaucoup de sororité entre nous, beaucoup de soutien entre les femmes, et non pas à reproduire les modèles masculins, parce que j'ai eu l'occasion, j'ai beaucoup d'estime pour les femmes, tu vois, qui ont eu les premiers postes à responsabilité, les premiers postes dans des métiers, tu vois, les premières femmes militaires que j'ai rencontrées moi,
par exemple, tu vois, à l'armée, ou dans des fonctions techniques. Parce qu'elles ont, tu vois, Bien sûr. même si tout n'était pas parfait, même si des fois dans leur comportement, elles ont répliqué des choses, il faut leur reconnaître, tu vois, cette expérience-là. D'accord. Mais j'invite vraiment les femmes à faire preuve de plus de sororité pour s'entraider. Ok. Parce que c'est un des exemples, en tout cas, qui m'a marqué entre les hommes. Je trouve que les hommes sont extrêmement solidaires. Ok. Je n'avais pas remarqué que les hommes étaient solidaires, mais... Je te passerai mes lunettes. Ok. Je vais en prendre encore 2 questions des auditeurs parce qu'il ne reste pas longtemps. Et ensuite, j'ai un petit jeu à faire que j'aimerais vraiment faire avec toi. Autre question, c'est est-ce qu'on gagne bien chez L'Oréal? Alors, est-ce qu'on gagne bien chez L'Oréal? Je vais te dire, L'Oréal, on gagne beaucoup de choses chez L'Oréal. Là, c'est la RH. Réponse en 30 secondes. Réponse en 30 secondes. En fait, la question, c'est pas de gagner. C'est pas la question de gagner ou pas gagner. Donc, est-ce qu'on est bien accompagné lorsqu'on est chez L'Oréal? La réponse est oui. Mais lorsqu'on rejoint, tu vois, L'Oréal, c'est qu'on rejoint une aventure humaine. On rejoint un écosystème incroyable qui fait que moi, Mohamed, sache-le, quand j'ai rejoint cette entreprise, je l'ai rejoint parce que j'ai été séduite. J'ai rencontré pendant près de 2 ans des personnes qui m'ont donné envie de travailler dans cette entreprise. Il faut être passionné, il faut être curieux. Et ce que tu apprends quand tu restes dans cet environnement-là, c'est des choses qui vont te servir toute ta vie. Donc, tu fais partie d'une aventure qui est incroyable. Cette entreprise existe depuis 115 ans. Wow. Et en plus, on travaille sur des dynamiques autour de la beauté qui fait que... C'est pour ça que je te dis la question de gagner. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes une ouverture sur le monde où quand tu regardes l'autre, tu le regardes, tu vois, avec toute sa singularité. D'accord. Tu respectes les différences de chacun. Et donc, tu gagnes plus que ce que tu n'imagines en rentrant dans cette entreprise. Wow. Moi, je le vois quand j'y suis en formation que les personnes s'y plaisent vraiment. Dernière question, c'est une jeune qui dit je dois faire de l'alternance. Comment je peux être recruté par L'Oréal pour faire de l'alternance? Alors, je te remercie pour la question. Ça me permet de mettre en avant, on a fêté les 30 années, tu vois, 30 ans d'alternance chez L'Oréal. RH. Et non, parce qu'en fait, alors oui, déjà, je suis une vraie RH, tu as raison. Et en plus, parce que, tu vois, je te parlais de François Dalle, ça fait 30 ans que notre entreprise, tu vois, travaille sur ces sujets-là. Et on a que plus de 1000 apprentis par an dans notre entreprise. Donc, on est très, très fiers de ça. Parce que pour pouvoir le faire, ça veut dire qu'il y a des maîtres d'apprentissage, des tuteurs, qui s'investissent au quotidien aussi, tu vois, pour accueillir peu importe les métiers. On a 197 métiers chez L'Oréal en France. Peu importe les métiers, tu vois, ils ont ce souci de transmettre et de faire grandir ces apprentis, avec l'éventualité, tu vois, de pouvoir aussi travailler, parce que c'est aussi nos pépinières qui nous permettent, tu vois, de pouvoir recruter. Mais pour répondre à sa question, sur notre site internet et les réseaux sociaux, on communique énormément, justement, à la fois sur nos offres qu'on propose à tous les jeunes, mais aussi on donne des tips, tu vois, on donne beaucoup de conseils sur comment faire son CV, comment candidater, comment préparer ses entretiens. Il y a plein de vidéos accessibles. Et puis, il faut surtout participer quand tu fais partie d'une école, tu vois, dans des lycées. On est présent dans beaucoup de salons. Il ne faut pas hésiter, quand vous voyez un stand avec L'Oréal, d'aller rencontrer nos équipes RH. Vous avez souvent plus des managers qui sont présents, des apprentis qui sont présents. Enfin, vraiment, toutes les conditions pour à la fois vous rendre compte de ce qu'on a à proposer et puis de dire que tout le monde a sa chance, en fait. Ok. Vous avez tous entendu? Moi, je fais un appel à candidature. J'ai ma nièce qui cherche une alternance. Mais il faut qu'elle candidate. Il faut qu'elle candidate. Et il ne faut pas qu'elle se censure. Tu as raison, Mohamed. Parce que faut y aller. On me dit, oui, bien sûr. Bien sûr. En RH en plus. Donc voilà. En licence. Comme ça, je donne toutes les infos. Vous pouvez m'écrire en MP si vous avez une bête d'entreprise et que vous voulez une personne motivée. Elle est prête à venir rejoindre vos équipes. Alors, on va faire un petit jeu, parce qu'on en a parlé hier, c'est pour ça que elle m'en a parlé hier, tu vois. Je connais des gens, je cherche une alternance. Alors, petit jeu, dure 1 minute, je te pose une question, tu réponds au tac, très simple. Les auditeurs adorent ce passage. Alors, première question, quel est ton humoriste préféré? Félag. Félag, ok. Quel est ton talent caché? J'adore danser. D'accord. La personne qui t'a le plus inspiré? Ma mère. Oh. Quelle est ta marque préférée? Ma marque préférée? L'Oréal. Ok, super. Quelle est la citation que tu préfères?
L'expérience est une lanterne que tu as sur le dos et qui éclaire le chemin parcouru. Wow. À quelle époque tu aurais voulu naître? J'adore l'époque dans laquelle je suis. Aucun regret. J'ai pas envie ni d'être avant. J'adore le fait d'être une femme libre, autonome et avoir autant de droits. D'accord. On va finir. Et je rajoute, et d'être dans une entreprise qui me permet d'être considérée de la même manière qu'un homme. Super. Dernière question, ça c'est la question à problème. C'est si tu devais vivre toute ta vie dans une île avec une seule personne, tu choisirais qui? Autre que ton mari, comme ça t'aide, ça te facilite. Non mais je prendrais ma mère. Ma mère, plus mes enfants, plus mon mari, plus mes sœurs. Donc la famille, ouais, tu prendrais la famille. Ah non, je prends ma famille, ouais, bien sûr. Ok, merci pour ces questions. On arrive sur la fin et je t'ai demandé de choisir une musique. Je vais la mettre et après je vais te laisser commenter et on arrivera sur la fin de l'épisode. On n'est pas les plus à plaindre, à domicile comme à l'extérieur. On s'est vu sur les cafards comme le bégon. D'où sort d'une ronde, Belzins breakdown. D'où sort d'une ronde, Belzins breakdown. Musique de Marseille, dis-nous tout. Pourquoi cette musique? Eh bien, pourquoi cette musique? Parce que Marseille et la région marseillaise fait partie de moi. Tu vois, je suis très fière de ces racines-là. Pourquoi cette musique? Parce qu'elle matérialise pour moi une période bien précise. Tu vois, parce que tu parlais aussi des aventures et tout, mais de quitter Marseille pour venir à Paris. On n'oublie pas d'où on vient. Ouais. Et puis, ce quartier de Belzins, en fait, il est, pour ceux qui le connaissent, même s'il est en train de changer, il matérialise aussi ce qui fait la spécificité de Marseille, avec toutes ses nationalités, avec cette ville d'ouverture, avec tout ce que Marseille a de positif et de négatif, mais qui en fait son charme et qui en fait d'une ville unique. Et moi, j'y tiens, tu vois, j'y tiens énormément. Et puis le rap, parce que le rap fait partie aussi de ma culture musicale, même si j'ai une culture très, très étoffée. Mais j'adore cette époque-là, j'adore IAM. Et j'ai grandi, tu vois, avec ces groupes marseillais qui se sont construits. Et quand même, on peut dire ce qu'on veut, mais le rap perdure. Et ces racines-là, elles sont... Enfin voilà, moi, je suis hyper fan. Et puis voilà, c'était Bouga. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, je dis ça pour les plus jeunes. Effectivement. Donc voilà. Ok, merci beaucoup, Ilham, pour ce moment, pour ce partage. Merci Mohamed. Et puis rendez-vous à l'Olympia, du coup. Voilà, rendez-vous le 7 septembre à l'Olympia. On mettra le lien en dessous et on vous invite tous à venir. Ce sera l'occasion de voir Ilham et les personnes de L'Oréal également lors de ce rendez-vous. Mettez-nous en commentaire de la vidéo ce que vous avez retenu, quelles sont les personnes que vous aimeriez voir également dans l'émission The Boclé. Donc, si vous aimez ce nouveau format, on compte sur vous également pour partager l'épisode au plus grand nombre. Et comme on dit toujours, et comme je dis toujours, je suis, tu es, nous sommes tous illimités. Prenez soin de vous.